Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 histoires complètement atroces, vraiment abominables, car dans chacune de ces histoires, nous allons évoquer un sujet douloureux, dramatique. Ce sujet-là, c'est celui de la mort. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Si vous souhaitez me partager une histoire qui vous est arrivée, une histoire effrayante, quelque chose qui vous a marqué, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram AkanTV pour me l'envoyer. Et si maintenant vous êtes bien installé, prêt à entendre les histoires que je vais vous raconter, je vous propose dès à présent de commencer avec la première. Le 16 octobre 2016, un appel a été réalisé auprès des services de secours du 911. Un appel qui a eu lieu vers 19h30. La personne qui a contacté les services d'urgence a signalé qu'il y avait eu des coups de feu entre deux automobilistes. La seule information complémentaire que le 911 a pu recevoir, c'est qu'une jeune femme avait été touchée par une balle et qu'elle était complètement en détresse. La police s'est donc rendue immédiatement sur place et en arrivant, ils tombent sur un spectacle qui les horrifie. Une jeune femme au volant de son véhicule était sans vie, c'était clair et net. Elle avait un impact de balle dans la poitrine et dans le véhicule, il y avait également une autre jeune femme qui était la nièce de celle qui avait été touchée par un impact de balle et ses deux enfants. La police a appris auprès de différents témoins qu'il y avait eu une altercation entre la jeune femme qui a malheureusement perdu la vie et un autre automobiliste. Et donc, cet autre automobiliste en colère a sorti une arme à feu. Il s'en est servi avant de prendre la fuite à bord de son propre véhicule. Rapidement, la police conclut que le véhicule où se trouve la victime a fait quelques mètres avant de s'arrêter. Effectivement, la personne touchée par la balle n'est pas décédée sur le coup. Elle a dû probablement vouloir prendre la fuite. Cette victime était une jeune femme du nom de Whitney Gray. Au moment de l'incident affreux, elle était âgée seulement de 22 ans. En plus d'être une femme, elle était également maman. Maman de deux enfants qui n'avaient que 3 ans et 6 mois. Whitney vivait dans le Missouri avec ses enfants, son petit ami, et selon ses proches, les enfants de Whitney étaient absolument tout à ses yeux. Elle avait bon cœur, elle avait des valeurs et un terrible drame a privé une maman aimante de ses enfants. Alors, pour rendre justice à Whitney, la police décide de lancer une enquête. Les enquêteurs recherchent des caméras de surveillance pouvant montrer en détail ce qu'il s'est passé et aussi permettre une identification du véhicule qui a pris la fuite. On a effectivement trouvé une caméra et sur l'enregistrement, on voit bien la voiture de Whitney qui s'arrête vers 19h38 après l'incident. Mais très peu de temps après, on voit le véhicule qui a fait feu sur celui de Whitney. Malheureusement, l'enregistrement de la caméra était de bien trop mauvaise qualité pour permettre une quelconque identification. On peut voir sa forme et sa couleur, et il semblerait que le véhicule en question soit un SUV. Pour essayer d'avoir le maximum d'éléments, la police interroge la jeune nièce de Whitney qui était plus que témoin de l'incident, qui en était également actrice. Elle était naturellement complètement sous le choc, mais elle arrive quand même à dire qu'elle avait remarqué qu'une voiture suivait celle de Whitney d'assez près. Énervée de cette sorte de filature, la nièce a donc jeté un peu d'eau par la fenêtre sur le véhicule qui semblait suivre celui de Whitney. Et peu de temps après, elle a entendu un coup de feu. Juste avant de prendre la route, Whitney et sa famille étaient allés dans une petite épicerie. Sur les caméras de surveillance de l'épicerie, on voit effectivement Whitney faire ses achats, mais il n'y a pas eu d'altercation à ce moment-là. Donc, tout n'a pas commencé ici. On cherche à comprendre d'où vient la fameuse altercation. Est-ce que c'est effectivement le jet de liquide? Est-ce qu'il y a eu autre chose? C'est la réponse qu'on cherche à avoir. Sur les caméras, on voit Whitney quitter le parking de l'épicerie et c'est là que le fameux SUV qui était blanc rentre dans le champ de vision de la caméra. On a affaire à une circulation sur la route plutôt classique. Le SUV a ralenti pour laisser Whitney passer quand elle est sortie du parking et par un jeu de caméras de surveillance, on arrive finalement à identifier la marque du fameux SUV qui a été aperçu plusieurs fois. Grâce à ce jeu de caméra, on sait que
le SUV était garé sur un parking 10 minutes avant l'incident. On a vu un homme, sur ces fameuses caméras, sortir du véhicule, mais il portait un chapeau rendant son identification quelque peu compliquée. Mais ce qui a été remarqué, c'est que lui est rentré dans un magasin sans rien acheter. Mais alors qu'il rentre sur son véhicule, la police constate qu'il a un changement d'attitude. Il n'est pas réellement similaire au moment où il a quitté son véhicule. Là, il semble complètement en colère. La police présume que l'homme se rendait dans un magasin qui allait fermer définitivement. Donc le dit magasin vendait ses stocks complètement, et sachant que c'était le lendemain des événements que le magasin fermait, il ne devait plus forcément rester beaucoup d'articles disponibles, ce qui a dû énerver l'individu. Visiblement, l'homme qui était au volant du fameux SUV blanc était quelqu'un qu'on pouvait mettre en colère plutôt facilement. Mais grâce à cet enregistrement-là, la police arrive à avoir une information déterminante. Cette information, c'est la plaque d'immatriculation du fameux SUV, ce qui va permettre d'identifier à qui appartient le véhicule. Ce véhicule, le fameux SUV, est enregistré auprès d'un certain James Taylor. La police est donc précipitée au dernier domicile enregistré et ils ont réussi à rencontrer le fameux James Taylor. Sauf que cette personne a dit que la personne recherchée était probablement son fils, nommé Chris. James Taylor, lui, a été extrêmement coopératif. Il a été au commissariat de police pour parler avec les enquêteurs et il est très honnête. Il avoue que pour lui, il est invraisemblable que son fils soit recherché pour quelque chose d'aussi abominable, pour un meurtre. Mais la description que ce père fait de son fils semble coller avec celle d'un homme qui serait capable en réalité de réaliser un acte aussi abominable. Effectivement, Chris est décrit comme étant quelqu'un d'anti-gouvernemental, un survivaliste, quelqu'un de presque anarchiste. Et justement, ce qui a été très surprenant pour ce père, c'est que son fils à un moment donné a voulu s'engager dans l'armée. Il a fait un peu de temps là-bas et ensuite il a travaillé ailleurs après avoir quitté les forces armées américaines. Au fur et à mesure de l'entretien, James signale qu'il n'a absolument aucune idée d'où se trouve son fils, mais qu'il a remarqué que son arme de poing, du matériel de camping ainsi que sa voiture avaient disparu. Des éléments ici qui semblent montrer que Chris pourrait bien être celui que l'on recherche depuis le début. Donc, il est envisagé par les enquêteurs que Chris, après avoir réalisé son acte atroce, se cache peut-être dans les bois. Une chasse à l'homme se lance. On garde James Taylor sous la main afin qu'il divulgue des informations s'il le peut, et justement, c'est ce qu'il fait. Il avoue que le véhicule qu'il a acheté, celui qu'a pris son fils Chris, avait été acheté dans un endroit assez particulier. Un concessionnaire assez paranoïaque probablement, mais cette paranoïa va permettre de faire avancer l'affaire, car le concessionnaire avait l'habitude de placer un GPS dans les véhicules au cas où que la personne qui achète le dit véhicule ne paye pas. Comme ça, il pourrait le retrouver. Alors, la police prend contact avec ce fameux concessionnaire et le véhicule recherché est donc localisé. Le véhicule se trouvait sur le parking d'un hôtel à Rapid City, alors la police locale a été contactée. Une stratégie a été mise en place afin d'empêcher Chris d'une part de tirer sur les agents de police, mais également pour l'empêcher de fuir. Déjà, tous les occupants de l'hôtel où il se trouvait ont été discrètement évacués. Ensuite, ce qui a été fait, c'est qu'on est concrètement rentré dans le véhicule de Chris afin de l'immobiliser. Chris, au vu de tout le remue-ménage, est sorti et c'est là qu'il a pu être intercepté par la police. Sa chambre d'hôtel a par la suite été fouillée et à l'intérieur on a retrouvé plusieurs éléments assez inquiétants. Il y avait à l'intérieur une arme de poing, un fusil, énormément de cartouches, mais également un arc et des flèches. Il y avait ici tout un arsenal comme si cet homme se préparait pour se mettre en chasse ou alors pour survivre dans la nature et ne pas être dérangé. Très rapidement, Chris Taylor avoue qu'il est bien l'auteur du drame qui a touché Whitney. Il avoue avoir tiré sur la jeune femme. Alors, Chris est arrêté réellement et vient ensuite son procès. Tous les enregistrements de caméras de surveillance plus les dires de Chris ont permis d'établir ce qu'il s'était passé en cette fameuse journée d'octobre 2016. Il a dit qu'il était allé dans le fameux magasin où il a été vu, mais qu'il n'a pas trouvé les articles qu'il recherchait. Il est donc parti précipitamment au volant de son véhicule et c'est là que Whitney est passé devant lui, le forçant à ralentir. Ça l'a énervé d'autant plus, il a donc rattrapé Whitney et il a placé son véhicule proche du sien afin d'entamer une dispute avec la victime. Là, il y a eu le fameux verre d'eau qui a été jeté sur le pare-brise, ce qui a énervé encore une fois beaucoup plus Chris Taylor, et donc
Pour lui, c'est ça qui justifiait le fait d'avoir tiré avec son arme de poing. Chris se défend en disant qu'il a agi sous la panique, que c'était sa formation militaire qui lui a fait finalement appuyer sur la gâchette, mais il a tout de même été condamné à 7 ans de prison pour homicide involontaire, car le fait qu'il ait agi sous la panique et que ce n'était pas prémédité a été retenu, mais également à 17 ans pour action criminelle armée. Personnellement, je trouve qu'ici on a un maigre hommage à une victime qui a perdu la vie sans avoir absolument rien demandé. Quoi qu'il en soit, la justice a fait son travail comme elle estimait devoir le faire, mais aucune peine ne permettra de rendre aux enfants de Whitney leur mère qu'ils ont perdue. Voici Whitney Osler, une jeune femme née au cours de l'année 1995 qui n'a pas eu une enfance très facile. Lors de l'année de ses 2 ans, ses parents ont divorcé, sa mère est partie, elle a en quelque sorte abandonné sa famille, ce qui a fait que Whitney et sa sœur, Chelsea, sont partis vivre avec leur père. Ce n'est qu'à l'adolescence que Whitney a pu renouer un peu avec sa maman, qu'elle est revenue dans sa vie. Et là, s'entendant bien avec elle, elle est partie vivre à ses côtés. Whitney, durant son adolescence, était décrite comme quelqu'un d'assez avant-gardiste. Elle aimait beaucoup tester du maquillage, elle aimait tester de nouvelles coiffures. C'était une personne extrêmement créative. Et alors qu'elle était en pleine adolescence, vers 15 ans environ, Whitney a commencé à s'intéresser aux garçons, aux relations amoureuses. Elle était assez charismatique, elle était très jolie, alors elle n'avait aucun mal à attirer l'attention des garçons. Mais son cœur s'est porté sur un jeune homme, Randy Ryder. Une relation avec ce jeune homme a commencé et cette relation a duré dans le temps. C'est pour dire, durant l'année des 22 ans de Whitney, elle est tombée enceinte. Toute sa famille était réellement heureuse pour elle. Elle portait un enfant, une concrétisation de l'amour qu'elle portait pour Randy. Alors, Whitney prend une décision. Elle décide de déménager avec celui qu'elle aime dans l'Ohio. Elle décide de trouver un travail sur place, mais elle se rend rapidement compte que travailler, élever son enfant quand l'enfant est né et vivre également sa vie de femme, c'est compliqué. Alors Whitney prend une décision. Cette décision, c'est d'aller vivre chez les parents de Randy, son compagnon. Comme ça, les parents de Randy, René Senior et Valérie Ryder, pouvaient l'aider à s'occuper de leur petite fille concrètement, quand elle devait par exemple aller travailler. Pendant cette période, au domicile des Ryder, il y avait également le petit frère de Randy, René Junior, qui vivait là. Rapidement, Whitney s'est rapprochée de ses beaux-parents. Elle en est devenue extrêmement proche. Mais vous connaissez maintenant les sujets qui seront abordés dans cette vidéo. Un jour, tout a changé. Le 1er octobre 2020, Randy, le compagnon de Whitney, s'est présenté au poste de police pour signaler la disparition de celle qu'il aime. Et ce qu'il dit, c'est que la veille, le 30 septembre, Whitney a eu une vive altercation verbale avec Valérie Ryder, donc sa belle-mère. Randy, lui, était agacé par ce conflit, alors, bien que la dispute continuait, Randy, lui, est parti faire un tour. Il est allé voir quelques amis le reste de la journée, histoire d'être loin des conflits de la maison. Et à un moment donné, le groupe d'amis a proposé d'inviter Whitney, sauf qu'elle était injoignable sur son téléphone. Suite au signalement de Randy, la police a décidé de se rendre au domicile des Ryder afin de voir ce qu'il en était. Et il n'y a que le petit frère de Randy, René Junior, qui était présent à la maison. Il a dit à la police que ses parents, donc René Senior et Valérie Ryder, étaient partis avec leur petite fille, donc l'enfant de Randy et Whitney, pour aller découvrir de nouveaux lieux de chasse. Alors que la police discutait, un véhicule, une camionnette blanche, s'est garé dans l'allée de la maison. À l'intérieur, il y avait René Senior, Valérie et la fille de Whitney. Tout de suite, les beaux-parents de Whitney ont été interrogés et Valérie Ryder va dire que Whitney avait été récupérée un peu plus tôt dans la journée par quelqu'un qui conduisait un véhicule marron. Les vitres étant teintées, Valérie n'a pas vu qui était au volant du fameux véhicule. La police a demandé aux beaux-parents de Whitney ce qu'ils faisaient et ils ont dit la même chose que René Junior, c'est-à-dire qu'ils étaient partis à la découverte de nouveaux lieux de chasse, mais qu'après cela ils sont allés chercher de quoi se désaltérer dans une station-service. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi. La police est quelque peu méfiante vis-à-vis de ce que peut raconter René Senior et Valérie Ryder. Ils ont donc décidé d'inspecter
la camionnette blanche que conduisait le couple lorsqu'ils sont arrivés. Et dans le coffre, ils ont retrouvé des sacs poubelles et du ruban adhésif. Et un détail interpelle les enquêteurs, c'est que sur un morceau de ruban adhésif, il y a des cheveux blonds qui y sont collés. Il y a également une tongue, un gant en caoutchouc, un chariot avec les roues couverts de boue. Donc, tout de suite, pour les enquêteurs, il y a anguille sous roche. Les policiers demandent donc s'ils peuvent fouiller le domicile des riders, chose qui est autorisée. Dans le domicile, on retrouve le même ruban adhésif qui a été retrouvé dans la camionnette, et ce rouleau de ruban adhésif est quasiment complètement utilisé. En plus, il était placé à côté du lit qu'occupaient Randy et Whitney la disparue. La police demande donc des explications au couple Ryder, et Valérie se défend en disant qu'elle avait fait du ménage et que les cheveux présents étaient ceux de ses petits-enfants. Rodney Jr. confirme et il dit qu'effectivement il y a un des enfants qui est victime de perte de cheveux. Valérie Ryder, elle, pendant tout le moment où la police était présente, très calme. Par contre, son mari, Rodney Sr., lui, l'était beaucoup moins. D'ailleurs, il a commencé à faire comme une sorte de crise de panique alors que la police était encore là. Donc, encore une fois, assez suspicieux, les enquêteurs ont emmené le couple Ryder au commissariat pour les interroger de manière plus approfondie. Rodney Jr. lui aussi a été emmené et c'est par lui qu'on a commencé l'interrogatoire. Lui a dit qu'il avait été au travail toute la journée du 30 septembre, donc il n'avait pas vu du tout Whitney, chose qui a été confirmée, alors rapidement, Rodney Jr. a été libéré. Rodney Sr., lui, quand on l'a interrogé vis-à-vis de la fameuse dispute, a dit qu'il ne savait pas grand-chose, mais que c'était plutôt récurrent que Whitney et sa femme, Valérie, se disputent et même en viennent aux insultes. L'origine de ces différentes disputes était le fait que Whitney avait découvert que Randy la trompait et qu'il avait peut-être mis enceinte une autre femme qu'il avait fréquentée. Valérie, elle, essayait à chaque fois de dédramatiser la situation, chose qui déplaisait naturellement complètement à Whitney. Du côté de Valérie, elle annonce que la dernière fois qu'elle a vu Whitney, c'était aux alentours des 11h30, durant la journée du 30 septembre, et elle est formelle, elle n'a rien à voir, elle ni son mari, dans la disparition de la jeune femme. On réinterroge par la suite Randy, le compagnon de Whitney, et lui dit que généralement c'était ses propres parents qui subvenaient aux besoins de sa fille. Whitney avait apparemment tendance à trouver que les parents n'en faisaient pas assez, et très énervé par la découverte de l'adultère de Randy, Whitney voulait attaquer en justice son compagnon et également lui interdire de voir sa fille. Il ajoute que après être revenu chez lui, après avoir passé du temps avec ses amis, eh bien, il a entendu du bruit dans sa chambre, mais que rapidement ensuite, tout est devenu extrêmement silencieux. Mais peu de temps après, son propre père est sorti de la chambre et il a dit qu'il allait partir quelques jours. Donc, suite à toutes ces informations, la police n'a pas réellement de preuves qu'il y a eu ici un crime. Peut-être que Whitney, suite à l'environnement dans lequel elle vivait, a simplement commis une sorte de fugue. Donc, tous ceux qui ont été interrogés ont été libérés. On a ensuite interrogé la maman de Whitney, Kimberly. Elle est sûre et certaine que sa fille est bel et bien disparue, qu'elle ne serait jamais partie sans prendre avec elle sa propre fille. D'ailleurs, autre élément qui semble aller dans le sens où quelque chose s'est passé à Whitney, c'est qu'elle devait partir du domicile des Ryder. Elle devait emménager dans un nouvel appartement et la signature du bail se faisait le 1er octobre, sauf qu'elle ne s'est jamais présentée. Donc si elle ne s'entendait pas avec ses beaux-parents, notamment avec sa belle-mère, et donc qu'elle souhaitait partir, prendre son propre vol, trouver son indépendance avec sa fille, il est illogique, si elle est partie d'elle-même, qu'elle ne se soit pas présentée à cette seule opportunité, justement, de retrouver son indépendance. Et pour la police, c'est quelque chose qui fait sens également. Et c'est toujours en la journée du 1er octobre que des réponses aux questions qu'on se pose vont être trouvées. Un homme appelle les services de secours, le 911. Il indique qu'il a retrouvé le corps d'une femme près d'un lac. La police se rend sur place et tout de suite l'identification est claire. Il s'agit de Whitney qui a été retrouvée là. La cause de son décès est tout aussi claire, elle a été étranglée à mort. Elle avait des marques sur le cou, des marques au niveau des yeux également, tout ce qui indiquait qu'elle avait bel et bien été étranglée par une personne tierce. Pour la police, il y a une autre évidence. Whitney n'a pas été assassinée sur place, elle a été déplacée. Et les enquêteurs ont déjà des suspects en tête, Rodney Sr. et Valérie. Alors, ils sont de nouveau interrogés. Ils ont été interrogés séparément, Valérie, elle,
demeurait toujours assez calme, mais Rodney Senior, lui, semblait beaucoup plus paniqué. Alors c'est sur lui que la police a fait pression. Et il a dit que Valérie savait qui avait commis cet acte abominable. De ce que raconte aussi Rodney Senior, lui dormait quand Valérie et Whitney se disputaient, et c'est cette fameuse dispute qui l'a réveillé. Il est allé voir ce qu'il se passait dans la chambre qu'occupaient Whitney et Randy. Randy, lui, n'était pas là. Et il a trouvé la jeune femme complètement immobile sur son lit avec un sac plastique sur la tête. Il a ensuite vu sa femme, Valérie, mettre le corps de Whitney dans un sac poubelle. Et lui, tellement choqué par la scène qu'il avait devant les yeux, était juste là à regarder. Il a aidé sa femme par la suite à transporter le sac jusqu'à la camionnette blanche. Ils ont ensuite fait un tour en véhicule pour trouver un endroit parfait pour se débarrasser du corps. Et c'est Valérie qui a finalement décidé de laisser le corps au niveau du lac, là où le corps de Whitney a été finalement retrouvé. Suite à ces révélations, Valérie a été confrontée vis-à-vis des dires de son époux et elle a confirmé ce qu'il s'est passé. Elle a dit que la dispute initialement verbale a évolué en dispute physique, qu'elle a enroulé son bras autour du cou de Whitney, mais qu'elle n'a pas su contrôler sa force. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'elle s'est rendue compte en fait que Whitney ne respirait plus. Ayant eu peur de ne plus jamais revoir sa petite fille, elle a pris la décision de se débarrasser du corps de Whitney et de faire croire qu'elle avait soit disparu ou alors qu'elle avait été potentiellement assassinée par quelqu'un d'autre. Suite à cet aveu, Rodney Senior et Valérie ont été accusés de meurtre, de falsification de preuves et d'abus de cadavre. Rodney Senior a été reconnu coupable de possession d'outils criminels, d'entrave à la justice, de falsification de preuves et donc il a écopé de 36 mois de prison. Et du côté de Valérie, ça a été un peu plus compliqué. La défense de Valérie, c'était qu'en fait, elle n'avait rien à voir dans la mort de Whitney et que le réel responsable en réalité, c'était Randy, celui que Whitney aimait. Et Valérie, en tant que bonne mère, en tant que mère aimant son fils, elle l'a protégé en faisant croire qu'elle avait la responsabilité de ce qu'il s'était passé. Sauf que ça n'a pas été retenu, il n'y avait rien qui permettait de corroborer ce qui a été dit là, il n'y avait aucune preuve qui pouvait accuser Randy, alors qu'on a retrouvé finalement des preuves qui accusaient bel et bien Valérie. Déjà il y avait son aveu, plus de l'ADN ici et là, donc Valérie a été condamnée à une période de prison à perpétuité. Des peines pour Randy Senior et Valérie qui ne rendront pas à leur petite fille, la mère, Whitney, qu'elle a perdue. Le 2 mai 2013, Laurie Baker reçoit un appel, celui d'une jeune femme, Carlene Charlie, complètement en détresse. Elle dit que son fils, Jordan Baker, a été poignardé au domicile de son cousin. Alors, Laurie, accompagnée de son petit ami de l'époque, s'est précipitée là où se trouvait son fils pour lui porter secours. Il n'y avait pas de service de secours 911 là où se passe cette histoire. Alors c'est un autre service d'urgence qui a été contacté pour venir en aide à celui qui a été poignardé. Mais il était évident que Jordan, au moment où les secours sont arrivés, avait déjà perdu la vie. Il avait été poignardé à 5 reprises dans le torse. Laurie, cette mère qui venait de perdre son fils, a recouvert le corps celui-ci d'un drap et l'a embrassé pour lui dire adieu. Et au-delà d'un adieu prématuré et déchirant, il y a également ici un crime qui a été commis. Jordan Baker était un jeune homme né en 1987. Il a été élevé au sein de la tribu Athabascan, dans la petite ville de Minto, située en Alaska. Jordan était l'aîné de sa famille et il était extrêmement proche de celle-ci. Avant que son père ne perde la vie, Jordan a décidé de s'inscrire dans une école de cuisine qui était sa passion, et quand son père a malheureusement perdu sa vie, le jeune homme a décidé de tout donner pour sa passion. Mais malheureusement, comme vous le savez maintenant, il n'a pas pu arriver au terme de son objectif. Des enquêteurs sont donc venus sur place, là où a perdu la vie Jordan, et ils ont fait face à une scène à laquelle ils ne s'attendaient pas. La pièce où le corps avait été trouvé était complètement remplie de sang. Il y avait du sang sur le canapé, sur le sol, mais également des empreintes de pas imbibées de sang partout dans la maison. Au vu de la scène et du corps, voyant que Jordan avait également des lésions au niveau des avant-bras, ce qui indiquait qu'il avait essayé de se défendre, les enquêteurs déterminent que la victime connaissait très probablement son agresseur. De plus, la ville de Minto était assez petite, donc si quelqu'un se baladait dans la rue avec un couteau, ça se serait remarqué. Non loin de la scène de crime a été retrouvée l'arme qui a été utilisée pour mettre fin à la vie du jeune garçon. Et rapidement, les enquêteurs faisant leur travail, ils ont appris que la nuit avant cette tragédie,
Jordan se trouve avec son amie Carlin, celle qui a appelé Laurie Baker, la maman de Jordan, mais également avec quelqu'un d'autre, quelqu'un nommé Taylor. La police est donc allée parler d'abord à Carlin, celle qui avait appelé Laurie dans un premier temps. Elle était couverte de sang et elle a indiqué aux enquêteurs qu'elle a trouvé Jordan comme ça et qu'elle a donc de suite appelé sa mère. On a pris une photo d'elle et en discutant avec elle, Carlin a annoncé qu'elle était censée se mettre en couple avec la victime incessamment sous peu, qu'ils étaient dans cette fameuse période de flou, mais de flirt. D'ailleurs, ils avaient déjà eu des relations intimes quand l'un et l'autre étaient alcoolisés, et Carlin disait qu'elle était d'ores et déjà amoureuse de celui qui a perdu la vie. Elle explique que la veille, elle et Jordan ont dîné ensemble, dîner préparé par Jordan lui-même, qui avait fait de la cuisine sa passion. Et un peu plus tard, le fameux Taylor les a rejoints. Taylor avait apporté de l'alcool et donc le groupe s'était saoulé ensemble. À un moment donné, Carlin a laissé les deux hommes ensemble car elle s'était coupé le doigt et donc elle est partie pour panser sa blessure. Et quand elle est revenue, environ 1 heure plus tard parce qu'elle était partie à pied, eh bien elle a entendu les signes d'une bagarre et elle a aperçu une silhouette encapuchonnée qu'elle a d'abord cru être Taylor quitter précipitamment la maison. Et une fois rentrée à l'intérieur, Carlin a fait face à l'horrible spectacle, celui du corps poignardé de Jordan. Non loin de là où a été retrouvée l'arme du crime, un sweat appartenant à Carlin ensanglanté a été retrouvé. Et donc plusieurs vêtements de la jeune femme ont été envoyés en labo pour être analysés afin de voir si on ne peut pas découvrir certains indices. Après l'interrogatoire de Carlin, la police s'est intéressée à l'autre individu mentionné, le fameux Taylor. Il était accompagné de ses parents lorsqu'il a été interrogé et lui a dit quelque chose de complètement différent de ce qu'a pu raconter Carlin. Il a annoncé que lui n'était jamais venu au domicile avec de l'alcool. Il dit qu'il était complètement sobre, à l'inverse de Carlin et Jordan qui eux s'étaient saoulés. Et n'ayant pas vraiment envie de se joindre à eux, là Taylor est parti. Mais rapidement, avant que Taylor continue son histoire, ses parents l'ont interrompu, disant qu'il ne dirait plus rien sans la présence d'un avocat. Assez suspicieux vis-à-vis du jeune homme, la police a réussi à obtenir un mandat pour fouiller son domicile. Le domicile a été fouillé et du sang a été trouvé chez lui. Mais après analyse, il se trouve que ce n'était pas le sang de Jordan, mais le sang d'un animal, d'un élan. Donc là, les enquêteurs font face à une impasse. Ils ont 2 versions de l'histoire, donc laquelle est la bonne version? Ça, c'est ce qu'ils vont chercher donc à déterminer. Mais quelque chose vient bouleverser leur enquête. Alors, au moment où la police fouillait le domicile de Taylor, ils ont reçu un message disant que Carlin avait tenté de se donner la mort. Alors qu'elle se trouvait chez sa cousine, elle s'est emparée d'un couteau et elle s'est donnée à elle-même quelques coups. Des membres de la famille présents ont réussi à l'empêcher de commettre le pire. Heureusement, les blessures qu'elle a subies n'étaient pas graves du tout, mais elle a quand même été prise en charge à l'hôpital. Les enquêteurs, se demandant pourquoi Carlin avait commis un tel acte, se sont rendus à son chevet afin d'en savoir plus. Est-ce qu'elle souhaitait se donner la mort parce qu'elle était responsable de quelque chose? Ça, c'est ce que Carlin nie complètement. Elle dit qu'elle n'a rien fait, car elle l'aimait de tout son cœur. D'ailleurs, elle répète que elle et lui devaient finir ensemble. C'est une chose sur laquelle elle insiste énormément. Et elle explique en fait son acte par amour. Elle dit qu'elle avait voulu se donner la mort pour rejoindre Jordan là où il était. Pendant quelque temps, l'affaire stagne. Les enquêteurs n'avancent pas. Mais c'est quand les résultats concernant le sang trouvé sur les vêtements de Carlin ont été transmis que là, les choses ont commencé à avancer. Les résultats montrent que le sang présent sur le sweat qui a été retrouvé non loin de l'arme du crime était du sang qui provenait d'un jet artériel. Alors, cela signifiait que Carlin était soit là quand Jordan a été attaqué, ou alors qu'elle est elle-même responsable de cet acte. Les enquêteurs prennent l'information et peu de temps après, Carlin, elle, sort de l'hôpital et emménage chez sa cousine. Mais la cousine appelle en détresse la police pour dire qu'elle a du mal à contenir Carlin car quasiment tous les jours, elle dit qu'elle veut se donner la mort. Et elle ajoute une chose de plus, c'est que Carlin lui a avoué elle-même qu'elle a bel et bien tué Jordan. Les enquêteurs savent pertinemment qu'elle ne fera jamais cette révélation d'elle-même auprès des autorités compétentes. Alors ce qui est mis en place, c'est une stratégie. Les enquêteurs agissent de pair avec la cousine de Carlin en lui faisant porter un micro afin d'enregistrer un moment où Carlin révélerait l'atroce vérité. Le plan était simple. La cousine devait emmener Carlin faire une balade pendant que les enquêteurs, eux, écouteraient les enregistrements
qui était reçu. Au cours de la promenade, Carline, qui ne se souciait absolument pas du piège dans lequel elle était, a avoué qu'elle et Jordan avaient bu beaucoup, mais qu'à un moment donné, Jordan lui a demandé de partir. Lui voulait passer du temps avec son ami, Taylor, et ça c'est quelque chose que Carline n'a pas apprécié du tout. Elle s'est emparée d'un couteau et elle est partie. Elle a ensuite attendu à l'extérieur de l'endroit où se trouvait Jordan, que Taylor lui s'en aille également, et elle est retournée à l'intérieur, là où elle s'est battue avec Jordan, et où finalement elle l'a poignardé à mort. Carline a révélé à sa cousine les derniers mots de Jordan. Il lui a demandé « Pourquoi tu m'aimes autant ?» Une phrase qui signifie que les sentiments qu'éprouvait Carline vis-à-vis de Jordan n'étaient pas réciproques, et c'est ça qui a provoqué sa mort. À la suite de ces révélations, Carline a été directement arrêtée, puis plus tard, lors du procès, elle a été condamnée à 20 ans de prison. Tout le monde s'accorde sur le fait que le mobile de Carline pour commettre cette atrocité était le fait qu'elle avait été rejetée par celui qu'elle aimait. D'ailleurs, elle a avoué quelque chose qui l'avait d'autant plus énervé, qui avait déchaîné sa violence au moment des faits, c'est qu'alors que Jordan était en train d'agoniser, il demandait sa mère. Carline, elle, a continué de l'attaquer à ce moment-là, parce qu'il préférait demander à voir sa mère plutôt qu'elle. C'est une triste histoire où l'amour de quelqu'un non réciproque a conduit à la mort d'une autre. C'est une véritable tragédie. Il n'y a aucun autre terme pour décrire cette affaire. Je vous présente Larry Eisenberg, un homme qui avait la belle vie, qui était marié, qui avait des enfants, des petits-enfants et qui était profondément amoureux de la nature. Il profitait de sa retraite pour faire de longues balades. Sa femme, elle, travaillait toujours et sa femme, c'est ce qu'il aimait le plus au monde. Le 13 février 2018, Larry a décidé de partager sa passion avec sa femme Lori. Ils devaient regarder le lever de soleil, prendre un petit déjeuner dans un parc naturel, mais leur programme a été drastiquement chamboulé. Le 911 a été contacté par Lori, complètement en panique. Tellement en panique que la personne avec qui elle était en contact avait du mal à comprendre ce qu'elle disait. Mais dans ce qui a été compris, elle se trouvait sur un lac. Larry, lui, a cru que le bateau sur lequel le couple se trouvait avait un problème de moteur, mais alors qu'il était en train de vérifier si tout allait bien, il a fait un AVC. Et cet AVC l'a fait passer par-dessus bord. L'opérateur du 911, pensant également à la sécurité de Lori, lui a dit de mettre un gilet de sauvetage, mais après ces quelques mots, l'appel a été coupé. C'est en se rendant sur place que la police a retrouvé Lori et elle a expliqué qu'elle a fait tomber le téléphone en mettant le gilet de sauvetage, ce qui a provoqué la coupure de l'appel. Lori a donc été escortée jusqu'à la terre ferme et c'est là que la police a remarqué que dans le bateau, il y avait des gouttes de sang. Il y en avait à l'intérieur mais également sur le moteur. Et Lori a dit que c'était son propre sang, que dans la panique, elle s'était cogné la tête. Mais les enquêteurs sont assez dubitatifs. Non pas vis-à-vis du sang retrouvé, mais par rapport à la situation en elle-même. Nous sommes au moment de cette histoire en février, donc la police trouve ça assez étrange qu'un couple décide d'aller sur un lac alors qu'il ne faisait que 20 degrés à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, on décide d'aller rechercher Larry qui serait tombé à l'eau. Une équipe de plongée est donc envoyée dans le lac, mais en raison de la profondeur des eaux, le corps n'a pas été retrouvé. Est-ce que Larry a perdu la vie ou pas? Pour le moment, on l'ignore. Autre élément assez intriguant. Le matin des événements de cette fameuse journée de février, Lori faisait la une du journal local, et pas une une très prestigieuse. Le journal indiquait que Lori avait détourné des fonds vis-à-vis de son travail. Donc, première théorie des enquêteurs, Lori savait ce qui allait paraître dans le journal, et elle ne voulait pas que son mari le découvre, alors elle aurait causé sa disparition. On s'est donc renseigné un peu plus sur cette histoire de détournement de fonds. Et on a remarqué qu'il y avait énormément de cartes de crédit qui avaient été impliquées dans cette affaire, des cartes de crédit au nom des filles de Lori, mais également au nom de Larry lui-même. Et il semblerait que Larry n'était pas du tout au courant de toute cette histoire. Le secret de Lori semblait donc être son propre secret. Il y avait eu énormément de mouvements d'argent. Effectivement, on estime que le montant détourné est aux alentours des 600 000 $. Alors, au vu de tout cela, les enquêteurs commencent à soupçonner la femme de celui qui a disparu, celle même qui a appelé les services de secours. Un mandat est donc émis pour pouvoir fouiller le domicile où vivait le couple. Le portefeuille de Larry a été retrouvé dans le domicile, chose qui était surprenante,
sachant que le couple, selon ce que disait Laurie, devait aller prendre un petit déjeuner, donc pourquoi ne pas prendre de quoi payer le fameux petit déjeuner. Dans la maison, on a également retrouvé un gant en latex et un tissu ensanglanté. Plus tard dans le mois de février, le 26, Laurie a été arrêtée. Non pas par rapport à la disparition de Larry, mais par rapport à l'affaire de détournement de fonds. La police continue donc son enquête vis-à-vis de la disparition de Larry. Eux cherchent à retrouver celui qui a disparu. Et le 1er mars, un corps est retrouvé, à plus de 6 km du lieu où Laurie a appelé les services de secours. Et ce corps est très rapidement identifié comme étant Larry, celui qu'on cherchait depuis maintenant un mois. Et pour les enquêteurs, encore une fois, c'est très étrange. Pourquoi ce corps se trouve ici alors que Laurie a dit qu'il serait tombé dans un lac? Peut-être qu'il y avait un chemin sous l'eau qui aurait permis au corps de dériver. Donc les enquêteurs, assez dubitatifs par rapport à tout ça, ont réalisé des tests avec des mannequins et à chaque fois les résultats étaient complètement différents de ce qui s'est passé dans la réalité. Donc peut-être que Larry n'est pas vraiment tombé dans le lac, mais qu'il a été mis à mort ailleurs. D'ailleurs, l'autopsie réalisée sur le corps de la victime montre que ce n'est pas la noyade qui a causé sa mort. Mais la raison est justement bien différente de celle-ci. L'autopsie montre que Larry aurait en réalité été empoisonné. D'abord, on pense que c'est son repas de la veille qui aurait causé sa mort, au vu du contenu de son estomac, mais rapidement, cette théorie-là est rejetée car des preuves photographiques montrent le contraire. La preuve montrait qu'en soi, Larry était vivant bien après le fameux repas. La police fouille donc ensuite le véhicule du couple et il trouve ici divers produits, des médicaments qui les laissent penser que Laurie, sachant qu'un des produits a été retrouvé dans son sac à main, aurait empoisonné peut-être une boisson que Larry aurait consommée le matin avant de partir au fameux lac. Donc une expérience a été réalisée et il semblerait que l'ingestion de la boisson et des médicaments ne devrait pas causer la mort, mais simplement un étourdissement. Oui, quelqu'un a bu le cocktail pour savoir ce que ça faisait. Évidemment, avec un suivi scientifique pour parer à toute éventualité. Donc, on aurait une version de l'histoire qui nous dit que peut-être Laurie aurait empoisonné une boisson que Larry a consommée. Il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ensuite, il serait allé avec sa femme sur le lac et là il aurait été étourdi, aurait fait un malaise et serait tombé à l'eau. Et ensuite son corps aurait dérivé jusque là où il a été retrouvé, même si cette partie-là on a du mal à expliquer comment c'est possible. Donc il y a cette théorie-là qui est mise sur la table. La police continue de faire ses recherches et il découvre que Larry et Laurie étaient partis voir le lancement d'une fusée à un moment donné. Ce lancement se passait en Floride et pendant le voyage, Larry ne se sentait pas bien. Il avait d'ailleurs contacté son médecin pour dire qu'il n'allait pas bien, il pensait avoir attrapé une grippe. Il a donné ses symptômes, le fait qu'il était étourdi, qu'il n'avait pas du tout d'équilibre et que son cerveau était comme embrumé. Et la police a donc ensuite vérifié le téléphone de Laurie pendant cette période. Et elle a fait des recherches d'endroits en Floride où il y avait un fort taux de décès par noyade. Plutôt étrange. Laurie, elle, a été emprisonnée pour son histoire de fraude et l'enquête, elle, concernant la mort de Larry, est restée secrète. Et c'est le 31 janvier 2020 que là, les enquêteurs sont arrivés devant elle avec toutes les preuves qu'ils avaient rassemblées, l'accusant de la mort de son mari. Déjà qu'elle était en prison, elle a donc écopé d'une nouvelle peine de 30 ans. Quand cette nouvelle peine est tombée, elle était âgée de 67 ans, donc il est probable qu'elle reste en prison jusqu'à la fin de sa vie. De ce qu'elle dit, elle n'a jamais eu l'intention de faire du mal à son mari. En fait, la boisson qu'elle a préparée, c'était pas pour Larry, c'était pour elle. Elle savait qu'elle allait sombrer à cause de cette histoire de fraude, donc elle voulait se donner la mort. Sauf que Larry a bu le verre à sa place, il lui a piqué le verre, il n'a pas bu la totalité du cocktail, mais il en a bu suffisamment pour qu'il y ait ce fameux accident qui arrive derrière. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ou pas? Ça relève de l'ordre du mystère, et pour la justice, le voile du mystère, lui, est levé. Et c'est bel et bien Laurie qui a causé la mort de son mari. Voici Regina Krieger, une jeune femme née en 1981 qui a grandi dans l'Idaho et elle était extrêmement proche de ses parents jusqu'à ce qu'un drame familial ne survienne, c'est-à-dire que ses parents divorcent. Ses parents ont commencé à se battre pour avoir la garde des enfants et c'est là que Regina a commencé à se sentir très mal. Elle trouvait qu'elle avait l'impression de devoir choisir entre l'un de ses parents. Donc, étant en désaccord avec ces situations, elle a commencé à se rebeller un peu. Elle était considérée quand même comme étant une jeune fille très gentille, toujours le sourire aux lèvres, qui aimait faire rire. Sa mère, Rhonda, a décrit sa fille comme étant une très bonne élève, et elle était au fait que le divorce touchait profondément sa fille. Et le matin,
d'une journée, le 28 février 1995, le père de Regina, Dan, a appelé la police pour dire qu'il était allé dans la chambre de Regina, qui vivait à ce moment-là avec lui, mais qu'elle n'était pas là. D'ailleurs, il a aussi ajouté que dans la pièce où elle vivait, il y avait du sang. Donc la police est arrivée sur place, la chambre de Regina se trouvait au sous-sol, et donc la pièce a été fouillée. Il y avait des traces de sang dans l'escalier, sur le tapis, et une traînée de sang qui menait vers la clôture à l'arrière du domicile. Et à part ce sang, il n'y avait rien d'autre. Pas de traces d'effraction, rien du tout. Dan a dit qu'il pensait que sa police avait été victime d'un kidnapping très violent, et qu'il était inquiet parce que Regina avait tenté de se donner la mort un mois avant les événements. Donc la police, en entendant tout cela, se dit que peut-être Regina n'a pas été enlevée, mais qu'elle a simplement fugué. D'ailleurs, ils se disent que peut-être Regina s'est infligé des blessures elle-même avant de partir, ce qui aurait pu causer les fameuses traces de sang. Après avoir inspecté la pièce, la police fait part de son impression au père qui a perdu sa fille, que sa fille semble avoir fugué. Donc la police repart pour se préparer à retrouver la fille qui a fugué, et plusieurs fois, le père rappelle la police. D'abord, il dit que des affaires appartenant à Regina ont disparu. Plus tard, il dit qu'il les a finalement retrouvées. Des amis de Regina sont interrogés, et apparemment, elle avait déjà mentionné le fait de s'enfuir. Donc tout semble, aller vers une piste en particulier. Cette théorie, c'est la fugue. Il semblerait également que Regina avait un petit ami, et quand on en a parlé à Dan, il a dit qu'il ne l'avait jamais vu, mais que c'était quelqu'un qui avait été présenté par quelqu'un de ce groupe d'amis. Sauf que quand le quelqu'un a été interrogé, il a dit que pas du tout. Donc en fait, Dan, on a l'impression qu'en fait, sur sa fille, il ne savait finalement pas grand-chose. La police a donc essayé de retrouver Regina avec les maigres informations dont elle disposait. Dan continuait d'appeler la police pour à chaque fois presque entraver l'enquête, car il parlait de rumeurs qu'il avait entendues. Donc finalement, son comportement a mené à créer des suspicions vis-à-vis de lui. D'ailleurs, c'était lui la dernière personne à avoir vu Regina et le premier à signaler sa disparition, et une voisine a dit avoir entendu comme les bruits d'une bagarre dans le domicile la nuit avant la disparition de Regina. Donc est-ce que Dan ne chercherait pas finalement à masquer ses traces si jamais il était impliqué? Surtout que cette voisine a dit qu'elle avait entendu un homme crier, une fille pleurer et des cris dans une voiture qui s'éloignait. Quoi qu'il en soit, on n'a rien qui permette de l'accuser, donc on garde le fait qu'il est peut-être impliqué, mais on n'implique pas pour autant dans la chose. Et c'est quelques semaines plus tard que là la police va faire une horrible découverte. Le corps d'une jeune fille est retrouvé près d'une rivière. Le corps était en piteux état et il ne portait qu'un short et des sous-vêtements. Rapidement, grâce au dossier dentaire, le corps est identifié comme étant celui de Regina, la jeune fille qui avait disparu. L'autopsie a révélé que le crime était un crime personnel. On avait fait preuve d'une extrême violence à l'égard de la victime. Regina avait été poignardée à la poitrine et sa gorge avait même été tranchée. Elle avait également des marques de coups au visage, sur la tête. Et selon le médecin légiste, il est probable que Regina ait été frappée à la tête avant d'être mise à mort. De ce fait, elle n'aurait pas pu se défendre face à son agresseur. Et c'est en faisant cette horrible découverte que la police se rend compte qu'elle a commis des erreurs. Quand les enquêteurs sont allés lors du signalement de la disparition de Regina chez elle, ils n'ont pas relevé le sang qu'il y avait dans la pièce. Et ces marques de sang, peut-être, auraient pu indiquer beaucoup de choses, donner beaucoup d'informations. Donc, l'enquête stagne quelque peu, mais une information extérieure vient alimenter l'enquête. Apparemment, un jeune homme du nom de Cody Thompson aurait vu le corps de Regina au moment à peu près où elle aurait perdu la vie. C'était un jeune garçon de 16 ans, apparemment très perturbé, et il a avoué quand il a été interrogé qu'au moment où il a vu le corps, il était complètement défoncé. En fait, il a vu le corps non pas là où il a été retrouvé, mais il l'a vu dans une baignoire quand il était à une soirée. Pour confirmation, on lui a montré une photo de Regina et effectivement, pour lui, c'était bien elle. Bien qu'il ait fait ces quelques révélations, la police a du mal à le croire. Le jeune homme était connu comme un enfant perturbé, donc il était possible qu'il ait tout inventé. Donc la police décide de garder l'information, de ne pas s'en servir pour faire avancer l'enquête, mais au cas où ils la gardent si jamais ils peuvent lier les choses qu'ils ont appris à d'autres, mais rien. Pendant des mois, des années, aucune autre information ne vient alimenter l'enquête. La famille de Regina a vu le temps passer, a fait son deuil. Eux ont toujours été néanmoins déterminés à savoir ce qu'il s'était passé, mais ils ont continué à vivre leur vie. C'est surtout la mère de Regina, Rhonda, qui essayait de contacter des personnes qui pourraient peut-être donner des informations pour faire avancer les choses, mais ça n'a mené à rien. Et en janvier 2013, un policier
a rouvert le dossier de Regina et il a commencé à réanalyser les preuves. Déjà, lui aussi s'est rendu compte qu'il y avait eu pas mal de preuves qui n'avaient pas été recueillies. Il a relu tous les témoignages, notamment celui de Cody. D'ailleurs, il s'est renseigné vis-à-vis de ce Cody, savoir ce qu'il était devenu. Et Cody a été condamné à la prison à vie parce qu'il avait réalisé un crime violent, mais il n'avait rien à voir avec l'affaire. Mais bien que le crime qu'il ait commis n'ait rien à voir avec l'affaire, c'est Cody lui-même qui va révéler quelque chose, qui va faire avancer une enquête qui était devenue une cold case. Le FBI, qui s'était impliqué dans cette affaire, a interrogé Cody et Cody a dit qu'il avait menti dans son témoignage et que là il souhaitait rétablir la vérité. Il avoue qu'il n'a jamais vu le corps de Regina pendant une soirée. Il dit en fait qu'il était sur le lieu du crime en présence de l'homme responsable de la mort de la jeune fille. Cet homme était un trafiquant de drogue nommé Gilbert Rodriguez et Gilbert Rodriguez utilisait en fait des adolescentes pour ses trafics de drogue. La police est immédiatement allée retrouver ce fameux Gilbert Rodriguez qui avait été arrêté par le passé et lui a nié. Il a dit qu'il n'était pas là, qu'il avait quitté le pays, qu'il était parti faire son service militaire, mais les fichiers gouvernementaux ont montré qu'il mentait. Donc, cette affaire est très compliquée pour les policiers. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est se fier au témoignage de Cody. Donc Cody a été réinterrogé pour qu'il raconte clairement ce qu'il se serait passé. Et il dit qu'il était donc avec Gilbert Rodriguez la nuit du meurtre, que lui était complètement sous l'emprise de drogue, et il avoue que lui attendait dans la voiture alors que Gilbert, lui, s'introduisait dans la maison où vivait Regina. Cody ne sait pas combien de temps il a attendu, mais il estime qu'il a longtemps attendu. Mais au bout de cette attente, Gilbert est revenu avec quelque chose qui semblait imposant dans une couverture. Gilbert ne s'est pas caché de ce qu'il y avait, il a dit qu'il y avait quelqu'un. Et ensuite, les deux complices sont conduits vers un pont qui se trouvait non loin de là où le corps de Regina a été retrouvé. Le trafiquant de drogue aurait sorti une arme à feu et aurait menacé Cody de l'aider à s'occuper de Regina et donc de la jeter du pont, tombant dans la rivière, et ensuite elle a suivi le cours de l'eau et elle s'est retrouvée là où son corps a finalement été découvert. La police prend ce témoignage, Cody témoigne en ce sens, mais il n'obtient aucune réduction de peine par rapport à ça. Et d'ailleurs, après ces révélations, plusieurs personnes ont dit qu'effectivement, ils ont vu Cody et Gilbert aller à une soirée et ils étaient surpris de les voir couverts de sang. Ces révélations ont également entraîné d'autres témoignages, notamment celui d'un ami de Gilbert du nom de Carlos, qui a raconté que Gilbert disait à qui voulait bien l'entendre ce qu'il avait fait à Regina pour témoigner de sa violence afin que personne ne le trahisse. Concrètement, c'était pour faire passer le message à ceux avec qui il travaillait que si jamais il était trahi, il leur arriverait la même chose. Finalement, Gilbert Ramirez a été condamné vis-à-vis de ces événements. Il a été condamné à la prison à vie. Rhonda, la mère de Regina, n'en veut pas forcément à Cody car elle pense que c'était juste à l'époque un enfant effrayé par le trafiquant de drogue et qu'il n'a rien dit jusqu'à présent, jusqu'au moment où il a tout déballé parce qu'il avait peur de lui. On peut se demander, bien qu'il y ait eu condamnation, pourquoi Gilbert a fait ce qu'il a fait à Regina. Ses motivations ne sont pas claires, mais on a une théorie plutôt probable. Il se trouve que Regina avait un groupe d'amis mais qu'elle avait rencontré de nouvelles personnes. Il est possible que par l'intermédiaire de ces nouvelles personnes, elle ait commencé à avoir des mauvaises fréquentations, peut-être à vendre de la drogue, et ce serait par cet intermédiaire qu'elle aurait fait la connaissance de Gilbert. Qu'est-ce qui se serait passé entre elle et lui, ça on l'ignore. Peut-être qu'elle l'a roulé, peut-être qu'elle a décidé d'arrêter car elle n'avait plus envie de travailler dans ce milieu-là, on ne sait pas. Mais en tout cas, il se serait passé quelque chose qui aurait provoqué la colère du trafiquant de drogue et donc il aurait décidé de mettre fin à la vie de Regina pour faire passer ensuite un message aux autres afin qu'ils comprennent qu'il ne faut pas le trahir. C'est flou, mais c'est quelque chose qui est assez possible. Et voilà mesdames et messieurs, on en a fini pour ces différentes histoires. J'espère que ça vous a intéressé. Personnellement, j'ai beaucoup aimé vous partager ces différentes enquêtes. Des enquêtes qui commencent toujours par quelque chose de malheureux. En tout cas, dans chacune de ces histoires, qu'on trouve que la peine soit bien ou pas, la justice officiellement a été rendue. J'espère que ce contenu vous a plu, que vous avez appris des choses, passé un bon moment. Si vous souhaitez me partager quelque chose qui vous est arrivé, vous pouvez toujours le faire sur Instagram AkenTV. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!